Bonjour et bonsoir à tous. Donc je suis là pour vous parler de l'Orseille. Alors je voudrais remercier l'ENAMAC avec monsieur Paris Pradel et puis Sandrine Ruineau qui m'ont contacté pour que je vienne vous parler de l'Orseille. Et puis l'Office du tourisme par monsieur Chabrat et mademoiselle ou madame Sandrine Ruineau. Voilà. Et puis la municipalité qui a eu la gentillesse de nous prêter cette salle. Donc la teinture d'Orseille, donc le mot teinture peut paraître un peu inutile parce que par définition, l'Orseille c'est une teinture. Alors la teinture d'une teinture, ça ne veut pas dire grand-chose, mais étant donné que peu de gens savent ce que c'est que l'apparel d'Auvergne et l'Orseille, eh bien, ça permet de préciser le domaine dans lequel on se situe. Donc, on se situe dans le domaine des teintures. Et l'Orseille, alors, l'Orseille, ça peut être aussi le principe colorant. On peut dire, par exemple, que dans ce champignon, il y a de l'Orseille. Ça peut être aussi le lichen lui-même. Par exemple, l'apparel d'Auvergne, c'est un lichen à Orseille, mais on peut l'appeler aussi l'Orseille de terre. L'Orseille de terre, en opposition à ce qu'on appelle l'Orseille de mer, qui est un ensemble de lichens à Orseille qui poussent autour de la mer. Donc, voilà en gros ce qu'est l'Orseille. Alors des fois, moi je vais parler d'Orseille en parlant de lichen et puis des fois en parlant de teinture. Bon, alors, donc on parle teinture, donc qui dit teinture dit couleur. Alors comme vous le voyez ici, les couleurs de l'Orseille, comme vous voyez aussi sur la table, eh bien ces couleurs font partie de la gamme des couleurs pourpres. Et le philosophe grec Théophraste, 300 ans avant Jésus-Christ, disait que dans son état récent, cette teinture pouvait rivaliser avec la pourpre. Et c'est vrai, vous voyez les quelques échantillons, on peut obtenir encore d'autres couleurs qui vont dans le domaine pourpre. Et ça marche, ça ? Voilà, on zappe. Donc, voilà. Donc rivaliser avec la pourpre. Alors comme vous le voyez, la gamme des couleurs pourpres, ça va du rouge au violet, et puis donc rouge pourpre, pourpre rouge, pourpre violet, etc. Alors l'histoire de la pourpre, et là qu'on appelle la vraie pourpre, la pourpre conchilienne, c'était la pourpre qui était faite avec des coquillages, avec des murex. Et nous, notre Orseille, c'était la pourpre d'herbe qu'on appelait. Et dans les écrits, on ne sait pas toujours si la pourpre dont on parle, eh bien, c'est de la pourpre d'herbe ou si c'est la vraie pourpre conchilienne. Alors, par défaut, on dit c'est de la pourpre conchilienne. Mais on verra, quand on ira du côté des Canaries, que ce n'est pas vrai du tout. Alors maintenant, qu'est-ce qui différencie la pourpre de l'Orseille ? Eh bien, deux choses, le prix, la solidité. Alors, le prix de la pourpre, il est très, très, très cher. Et par contre, la solidité, elle est très, très solide. Et nous, notre Orseille, eh bien, elle est très, très peu chère, et la solidité est relativement correcte, mais pas tellement à la lumière. Alors, on voit que ça s'adresse à deux populations différentes. Alors, la pourpre, eh bien, elle va être surtout intéresser une classe sociale qui va être aisée, alors que l'Orseille va être utilisée à la portée, elle sera à la portée de tous. Alors, on continue, voilà. Ah non, ça ne marche pas comme ça, je suis obligé de faire comme ça. Voilà, alors, quelle était l'utilité de l'Orseille ? Eh bien, en gros, il y avait deux utilités. La première, c'est qu'elle avait la possibilité, on ne voit pas bien, de raviver les bleus. C'est-à-dire que quand on faisait du bleu, il suffisait de faire un pied d'Orseille et ça diminuait les quantités d'indigo qu'on allait utiliser. Et de même que quand on voulait raviver une couleur bleue, on faisait un bain d'Orseille. Là, j'avais un pouf là, qui était bleu, qui était teinté à l'indigo, certainement au bleu de Saxe, comme ce blue jean. Et vous voyez que c'est un peu plus sombre.
Voilà. Et le deuxième aspect, c'est que ça permettait à peu cher de reteindre les vêtements journaliers. Voilà. Et alors après, eh bien, en fonction de sa couleur, on pouvait l'utiliser en mélange avec d'autres couleurs. Eh bien, la garance qui avait tendance à être des rouges, des fois, qui allait un petit peu vers l'orange, eh bien, ça les ramenait dans le rouge, et ainsi de suite. Elle s'utilisait comme une autre couleur. Voilà. Alors, donc, là, vous avez l'appareil. Alors, l'appareil, l'orseil de terre, c'est un lichen qu'on appelle crustacé. Crustacé parce qu'il forme une croûte sur le rocher, et il pénètre la surface superficielle du rocher. Et pour faire la teinture, eh bien, il fallait gratter ce lichen. Ensuite, ce lichen était mis à macérer, à fermenter avec de l'urine, et puis on obtenait l'orseil. Mais on verra la fabrication un petit peu plus loin. Alors ça, c'était l'orseil de terre, mais il existait aussi, comme je vous l'ai dit, l'orseil de mer. Et l'orseil de mer, c'était une autre variété de lichen qu'on appelait des lichens fructiculeux. Fructiculeux, pourquoi? Parce que ça vient du latin frutex, frutex qui veut dire un petit arbrisseau. Alors ici, vous en avez un exemple, c'est Rochella ficopsis, c'est un petit lichen qu'on va voir plus tard. Et donc, non, mais c'est bon. Et donc là, ce que je vais faire, maintenant que l'orseil, les lichens, eh bien, on va commencer l'histoire par les orseils de mer. Et cette histoire va nous amener jusqu'en 1729 en Auvergne. Et puis là, l'appareil d'Auvergne et l'orseil de mer vont se rencontrer. Alors, on va donc faire le tour des 4 lichens. Ah ben, ça marche. Le tour des 4 lichens qui étaient utilisés, les lichens, l'orseil de mer, qui étaient utilisés pour faire la teinture. Alors, on avait Rochella tinctoria, qui donc c'est la famille des Rochellacées, genre Rochella. Alors, ce sont des lichens, les 3 premiers qu'on va voir, ce sont comme des petits arbrisseaux, mais ils ont les tiges qui sont cylindriques. Mais vous verrez, pour déterminer les lichens, ce n'est pas évident. En plus, maintenant, c'est interdit sur les bords de la Méditerranée la plupart du temps, parce que ce sont des espèces protégées, parce qu'elles ont été beaucoup ramassées. Donc, on a ces deux-là. Et puis, on a encore celui des Canaries. Donc, toujours pareil, c'est un lichen fructiculeux, avec des tiges cylindriques. Et puis... Là, celui-ci, Fusiformis, qui était un très bon lichen à orseil, qui lui, au lieu d'avoir des rameaux qui sont cylindriques, il a des rameaux qui sont en forme de lanière. Donc, on avait donc ces 4 lichens qui étaient connus depuis l'Antiquité, qui étaient utilisés tout autour de la Méditerranée et même plus loin, comme on le verra. Et là, on en a une trace dans l'histoire, c'est Pline qui nous dit le ficos, c'est comme ça qu'ils appelaient ce lichen, qui naît sur les rochers autour de la Crète, sert à teindre en pourpre, le meilleur vient à l'Aquilon de l'île, ainsi que les meilleures éponges. Pline, alors l'Aquilon, c'est le nord, et là, en définitive, il a fait un petit copier-coller de ce qu'avait dit Théophraste presque 300 ans avant. Là, j'ai mis une image parce qu'elle me plaisait. Hein. Tout le monde sait où est la Crète. Hein. La Crète, elle est là. Alors, le Péloponnèse, les îles avec les Cyclades, et puis voilà. Donc, voilà. Alors, comme on est dans l'Antiquité, on va aller faire un petit tour du côté des îles Canaries. Ça marche. Donc, les îles Canaries, ici, on a les îles Canaries, vous voyez, au-dessus Madère, ici, en haut les Açores et en bas les îles du Cap-Vert. Alors, les îles Madère et Canaries, les îles Canaries étaient appelées les îles Fortunées. Et les Madères étaient appelées les îles Purpuréennes. Alors, Fortunées, je ne sais pas pourquoi, mais Purpuréennes, c'est facile à comprendre, c'est de la pourpre. Donc, normalement, c'était des îles où il y avait de la pourpre. Et comme rien ne précise sur le genre de pourpre que c'est, eh bien, c'était de la pourpre conchilienne. Et en réalité, non, pas du tout. Parce qu'il est prouvé actuellement que ces îles, ce sont des îles volcaniques
qui sortent du fond des mers, qui ont un littoral entouré d'eaux qui sont relativement profondes, entre 20 et 30 mètres de profondeur, et puis les hauts fonds arrivent très vite. Donc il y a toujours quelques murex dedans, mais pour les récolter, ce n'était pas évident. Et donc tout le monde s'accorde à dire que la pourpre, ce n'était pas le murex, mais c'était les lichens, l'orseil de mer, et effectivement, dans ces îles, les Açores, Madère, les Canaries, le Cap-Vert, eh bien, les lichens y abondent, et durant plusieurs périodes de l'histoire, eh bien, ça sera un lieu où on viendra récupérer les lichens à orseil de mer. Alors, petite anecdote, puisqu'on est toujours dans l'Antiquité, et donc les Phéniciens connaissaient ces îles. Donc, ils avaient fait des comptoirs un petit peu partout. Ils avaient passé le détroit de Gibraltar. Ils étaient montés en Angleterre, descendus sud de l'Afrique, on ne sait pas où, tout ça. Et après, quand leur présence a diminué, eh bien, c'est Carthage qui a pris la place. Donc, et là, il y a une petite anecdote, c'est qu'en 500 à Carthage, on a demandé à l'amiral Hannon, justement, d'aller faire un petit tour et de recoloniser toute cette partie de la côte, et puis d'aller voir un petit peu plus loin ce qui se passait. Et il est donc descendu jusqu'au Cameroun, et là, il a ramené les dépouilles de gorgones. Alors, j'avais vu dans les stands, il y a une dame qui avait des gorgones, Laurent. Vous n'avez pas vu? Elle avait trois têtes de gorgones blanches, voilà. Et la gorgone la plus connue, c'était Méduse. Donc, voilà. Et là, qu'est-ce que disait ce Hannon? Il disait, dans ce pays-là, les femmes sont noires et poilues, et les hommes, on n'arrive pas à les attraper parce qu'ils courent trop vite. Et en définitive, on s'est aperçu que ce qu'il avait attrapé, ces gorgones, c'était des gorilles ou éventuellement un singe qui peut leur ressembler. Toujours est-il qu'il va amener ces dépouilles jusqu'au temple de Baal à Carthage et que plusieurs voyageurs pourront les voir au cours des ans et ça ira jusqu'à la destruction de Carthage jusqu'en 146, un petit peu avant Jésus-Christ. Et deuxième petite anecdote, c'est qu'à partir des écrits des anciens, il y a l'abbé Kircher en 1665, il a essayé de resituer l'Atlantide en fonction de ses écrits. Et donc, dans les écrits, bien sûr, on parlait des Açores, on parlait de Madère et des Canaries, et on parlait aussi du pays des Gorgones, qui était le Cap-Vert. Voilà. Donc, c'était pour la petite anecdote. Voilà. Alors maintenant, il y a la récolte. Alors, la récolte de l'orseil, ici, j'ai mis une estampe japonaise, uniquement pour dire que ça se ramassait un petit peu sur toutes les côtes qu'il y avait autour du monde, l'orseil, et puis j'ai trouvé que l'image était jolie, donc je l'ai mise. Voilà. Mais maintenant, on va revenir du côté des Canaries, et comme vous le voyez, le relief de ces îles, la plupart du temps, c'est des îles volcaniques, il y a toujours beaucoup de falaises, et ici, vous avez un orseilleur. Alors l'orseilleur, vous voyez, il était assis sur sa petite planche, et puis il a fait son sac pour mettre ses lichens, et là, ce petit crochet que vous voyez, c'était pas pour décrocher le lichen, c'était uniquement lui pour s'accrocher puis se balancer. Et donc j'ai un texte d'un Benjamin Berthelot. Benjamin Berthelot, c'est un homme qui a été officier de marine pendant les guerres napoléoniennes, et ensuite il est allé aux Canaries en tant que naturaliste et ethnologue. Et avec son copain Webb, il était déjà présent, vous voyez, eh bien ils ont fait un livre sur l'histoire des Canaries. Et donc lui disait bien que du murex là-bas, il n'en trouvait pas. Et par contre, il nous a décrit la façon dont ces orseilleurs cueillaient l'orseil, et je vais vous le lire. Alors, les orseilleurs canariens exposent à chaque instant leur vie pour aller cueillir l'orseil sur les rochers les plus escarpés, et ils périssent souvent, victimes de leur audace. Rien ne saurait les arrêter, ils bravent tous les obstacles.
suspendus à une corde. Je les ai vus se balancer au-dessus d'un abîme de plus de 500 pieds de profondeur. Ça fait à peu près 150 mètres, il ne faut pas avoir le vertige. La corde des orseilleurs est sans nœud. Leurs jambes ne sont pas retenues par des crochets. Une simple planchette les maintient en équilibre. Assis sur ce frêle soutien, les élans qu'ils se donnent en appuyant les pieds contre les berges des ravins les font voltiger de droite et de gauche. C'est par ce moyen qu'ils s'accrochent aux escarpements les plus inaccessibles. Un petit bâton armé d'un fer recourbé sert à les retenir quelques instants devant les endroits qu'ils veulent explorer. Lorsque les accidents de la montagne rendent inutile le secours de la corde, un long bâton ferré leur suffit pour franchir les précipices les plus dangereux. Les chamois de nos Alpes sont moins agiles. Les orseilleurs choisissent d'un coup d'œil le rebord du rocher qui doit leur servir d'appui et s'élancent avec une hardiesse effrayante sur la corniche où croît le précieux lichen. Cependant, malgré les périls que bravent ces pauvres gens, à peine peuvent-ils remplir dans la journée le petit sac qu'ils portent suspendu à leur cou. L'orseil est devenu fort rare et le gain d'un homme n'est guère estimé qu'à 3 francs par jour, ce qui équivaut en équivalent or à 5 € actuels. Pas en pouvoir d'achat, en équivalent or. Donc, vous voyez, ce n'était pas de tourpeau pour aller ramasser cet orseil. Alors après, qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. Alors, donc, l'orseil va être utilisé. Vous voyez, là, on l'a confondu avec la pourpre. Et l'orseil va donc être utilisé pendant des années, plusieurs siècles. Mais on n'en entend pas souvent parler jusqu'au moment où, au XIIe, XIIIe siècle, son histoire va de nouveau ressurgir dans les environs de Florence. Alors, Florence, c'est une région, une ville et une région qui est extrêmement florissante, qui se sont spécialisées dans les textiles. Et la région est tellement dynamique qu'ils ont créé des réseaux extrêmement divers pour aller récupérer toutes les matières premières en Europe et en Orient. Et donc, ces réseaux, qui eux aussi sont extrêmement dynamiques, eh bien, permettent d'exporter ensuite tous les produits manufacturés qu'ils fabriquent. Et c'est donc une région prospère et où les gens, certains, sont très riches. Et c'est donc dans ce contexte qu'un certain Alamano, qui sera dit plus tard Oricellario, fonde la famille des Rucellai, c'est après. Donc cet homme, il se promène, on ne sait pas le fin fond de l'histoire, il y a tout un tas de légendes qui racontent cette histoire, mais ce qui est le plus vraisemblable, c'est qu'il a dû aller dans des îles, voir des gens qui portaient une certaine couleur à l'orseil, il s'est renseigné, et du coup il a appris à la fois les techniques de teinture et à connaître les lichens à orseil. Si bien qu'il va s'implanter à Florence, et là, il va monter des ateliers pour teindre la laine et les soies. Et son entreprise se développe très bien. Ses couleurs, comme vous le voyez, c'est des couleurs qui sont agréables. Ça, c'est de la soie. Et donc, ça se développe, et si bien qu'à un certain moment, il acquiert le monopole de l'orseil, si bien qu'ayant le monopole, après, eh bien, il n'a pas de concurrence, il fait un petit peu ce qu'il veut. Et il va amasser une fortune énorme, immense, et il va changer de nom et se faire appeler Rucellai parce que l'orseil, ça s'appelle Rucella. Et ça va donc, les Florentins, d'autres vont commercialiser un peu d'orseil, mais surtout les Florentins, eh bien, vont un petit peu inonder le marché européen. Et ça va durer jusqu'au XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, début du XVIIIe siècle. En 1829, il y a un certain Lafon. Ce Lafon va s'installer à Lyon et il va ouvrir un atelier pour faire de l'orseil qui provient des Canaries. Voilà. Et
l'affaire va bien marcher, et si bien que, eh bien, il va installer ça va y avoir 4 entreprises, 4 ateliers qui seront à Paris. Il y en aura 2 qui seront à Lyon, un à Aurillac, un autre à Clermont-Ferrand. Et donc l'affaire va bien marcher. Ensuite, elle sera reprise par un certain Bourget qui va améliorer la qualité de cette teinture. Et bien sûr, à partir de ce moment-là, dans les ateliers, quand je dis à partir de ce moment-là, c'est faux, mais dans les ateliers, eh bien, ceux qui traitent l'orseille de mer, ils vont bien traiter aussi l'orseille de terre et l'apparelle. Et cet orseille de terre, l'apparelle, n'a pas disparu du tout, parce qu'on a retrouvé des traces, notamment à Ghana et à Vichy. À Ghana et à Vichy, les traces qu'on a trouvées, c'est 1660, qui donne le montant des taxes. Parce qu'en 1740, vous voyez, c'est le moment où les teinturiers, enfin ceux qui fabriquent l'orseille, s'installent à Lyon. Et là, ça va y avoir une circulation de l'orseille qui va aller sur Paris, qui va aller un petit peu partout. Et si bien qu'en 1740, eh bien, les taxes sur l'orseille de mer sont exactement les mêmes que sur l'orseille de terre. Et si bien que les gens ne sont pas contents, ils disent, nous, on a un produit qui est bien moins cher, on fait bien moins de bénéfices, et ils vont avoir gain de cause. Et en ayant gain de cause, on va leur fixer comme taxe celle qui a été établie en 1660. Donc, en 1660, on peut dire que déjà l'apparelle d'Auvergne, l'orseille de terre, elle était utilisée, elle circulait. Voilà. Alors après, on va... J'en suis où là ? Je vous en prie. Voilà, donc c'est ça, Pline. Alors oui, j'ai oublié de vous parler de Pline. Donc cette orseille, elle était utilisée en Auvergne, et Pline nous en donne on a un passage dans Pline qui nous dit que cette orseille, qu'il appelait l'orseille de terre, était de très mauvaise qualité. Ce qui était vrai parce que c'était fait avec l'urine à l'époque, et puis en même temps, eh bien, cette orseille qui était grattée, des fois elle avait jusqu'à 20 ou 30% de terre dedans. Hein. Puis c'est quand c'est des terres granitiques, eh bien, ça met un petit peu de jaune dedans. Et donc, il discréditait cette teinture, mais il nous apprend quelque chose sur notre région, c'est que les Arvernes, eh bien, teintaient les habits de leurs esclaves avec de la myrtille. Comme ça, tous les esclaves avaient la même couleur, non, ils ne risquaient pas de s'en aller. Et donc, c'est une petite anecdote. Alors, on a trouvé aussi, du côté de, ça c'est Éléonore qui a trouvé ça, du côté de Limoges, donc il y avait des affermages pour un certain nombre de lots de territoires pour aller ramasser l'orseille qui était accordée, c'était des concessions qui étaient accordées aux teinturiers pour une période de 3 ans. Alors j'en suis où là ? Taxe. Ah oui, donc voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que l'apparelle d'Auvergne ? Alors là, c'est pas très facile de répondre à ces questions, mais on y arrivera quand même. Alors, on va voir pourquoi c'est pas facile. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que l'apparelle, c'est un lichen crustacé. Donc ici, ce que vous voyez, en définitive, ce n'est pas un lichen, mais dedans, il y en a 4. Il y a 4 lichens. Alors bien sûr, quand on les voit comme ça, on n'arrive pas à les différencier. Mais même quand on les regarde de près, eh bien c'est pareil, on n'arrive pas toujours à les différencier. Et on est obligé de prendre un œilleton pour grossir un petit peu le lichen, et des fois, ce n'est pas suffisant, on est obligé de prendre des réactifs chimiques comme la potasse et l'eau de Javel, pour qu'il y ait une réaction colorée qui permette d'identifier le lichen auquel on a affaire. Donc, extrêmement compliqué. Et on en a un exemple justement sur l'apparelle d'Auvergne, c'est... Hop, voilà. Donc, donc la difficulté à déterminer les lichens crustacés avec, comme par exemple, au Coleca parella, lichen Parellus de Linné. Alors, Koch, on verra qui c'était. C'est un monsieur, il était ingénieur des poudres et salpêtres, et il s'est trouvé d'être sur Clermont-Ferrand.
Et donc, il s'est intéressé à savoir ce qu'était l'Orsay, comment on l'a fabriqué, ainsi de suite. Et c'est le document de référence pour savoir ce qui se passait. Alors, retenez bien, Koch, c'est pas comme notre coq, et c'est 1812, et vous arriverez toujours à trouver les documents, sinon ce sera sur le site d'Éléonore. Donc, il nous disait, ce monsieur Koch, la pommelée est le véritable lichen parellus, donc déjà il était bien identifié, et ce qu'il y a de fort remarquable, c'est que ce lichen parellus n'est justement pas la parelle d'Auvergne. Bien loin de l'employer, on la rejette de la teinture, il est bon d'avertir les botanistes de cette erreur de nom. Eh bien, on a beau à avertir les botanistes, on retrouve toujours dans les écrits comme quoi le lichen parellus, Ochroleka parella, est le lichen qui sert à faire la parelle d'Auvergne. Mais il ne faut pas leur en vouloir, parce que là, si vous regardez un petit peu, on a deux époques différentes, 1812-1833 pour le passé, et puis pour le présent, 78, 82 et 85. Et là, vous n'avez que des professionnels. Hein. Koch, l'abbé Dubois, qui était à Saint-Nectaire, lui, il a fait un excellent travail dans la région parce qu'il a recensé peut-être au moins 300 plantes pour voir quelles étaient les teintures naturelles qu'on pouvait faire avec. Et justement, lui, avec cet Ochroleka parella, il a donc obtenu un pourpret Vinescent. Vous pouvez venir, madame? Ah bon. Vinescent, vous voyez, lui, il a obtenu. C'est presque du rouge. Hein. Lui, Simons, alors lui, il a écrit un bouquin sur les lichens et sur la teinture, lui aussi, et elle aussi. Donc, vous voyez, sur le même lichen, il n'y en a pas un qui est d'accord. Voilà. Alors, bon, on sait de toute façon que c'est sûr que ce n'est pas Parellus qui est la parelle d'Auvergne. Et Dominique Cardon, donc, ce qu'il y a, c'est que ça a été certainement une erreur d'identification. Mais Dominique Cardon dit avec juste raison qu'éventuellement, ça pourrait être dans ce lichen parellus qu'il pourrait y avoir plusieurs variétés qui expliquent ces différences de couleurs. Et ou éventuellement, que selon l'endroit où il pousse, eh bien, ça peut modifier les matières tinctoriales. Et là, j'ai deux exemples à ce propos. C'est l'exemple qu'on a avec les mycologues. Alors, ce n'est pas notre société. Je fais partie de la société mycologique et non lichénologique de Cournon d'Auvergne. Ça, je l'ai pris sur les mycologies et lichénologies des lichénologie en Catalogne du Nord. Alors voilà, pour aller dans le sens de ce que dit Dominique Cardon, eh bien, on a deux amanites, l'amanite Crocea et l'amanite Fulva. Crocea, ça veut dire safran, hein, la couleur, hein, et Fulva, ça veut dire fauve jaune. Eh bien, ces deux amanites, quand on les rencontre, eh bien, c'est extrêmement difficile de déterminer qui est qui. Eh bien, le seul moyen, c'est de faire une réaction avec le phénol. Alors, avec la phénol, Crocea va nous faire une belle couleur rouge, et Fulva, elle va nous faire une couleur jaune-orangé. Donc, c'est possible que, rien qu'à l'œil, on puisse se tromper avec le lichen parellus. Et ça, c'est une aventure qui m'est arrivée personnellement. C'est avec le Lactaire deuterimus. Lactarius deuterimus, c'est, vous savez, il y a 4 variétés de lactaires qui ont un lait orangé qui sont comestibles. C'est le deuterimus qui est ce qu'on appelle le lactaire de l'épicéa, le lactaire sanguin, le semi-sanguin et le saumon. Hein, de toute façon, il n'y en a pas d'autres qui ont du jus orange et ils sont comestibles. Tous sont comestibles. Et moi, j'ai l'habitude de ramasser ceci, enfin, ceux que je peux trouver. Eh bien, ce jour-là, eh bien, j'ai ramassé ceci sous des aubépines. Eh bien, le soir, en les mangeant, c'était immangeable. Ils étaient d'une amertume qui était phénoménale. Mais ils n'avaient pas communiqué l'amertume aux autres champignons, comme pourrait faire le bolet Phéléus, hein, fiel. Qui lui, alors là, si on en met même dans 50 kilos, ça tue tout. Donc voilà, c'était uniquement pour préciser un peu tout ça. Alors maintenant, quand on sait la difficulté, eh bien, on va regarder quelles étaient notre parelle d'Auvergne. Alors, on va faire appel à Johan Peter Wissring, c'est un Suédois, hein.
botaniste et médecin suédois. Il a fait une thèse sous la direction de Carl von Linné. Il termina membre de l'Académie royale de Suède. Alors, Carl von Linné, c'est le grand Linné, le père de la botanique, qui a tout mis la botanique en place. Et donc, c'est une référence. Ici, vous voyez, alors plutôt que de mettre sa tête, je suis allé chercher sur son bouquin qu'il avait fait, je suis allé chercher plutôt des belles images de lichen avec les teintures qu'il avait obtenues. Voilà. Alors, dedans, on peut y voir le lichen pustulatus, qui est sur la table. Ce n'est pas l'appareil d'Auvergne, mais c'est celui qu'avec Éléonore, on utilise, parce qu'il est plus facile au niveau du ramassage. Et puis donc, celui-là, Corallinus, donne de l'Orsay, celui-ci. Donc voilà. Alors donc ce monsieur, il a analysé un petit peu les lichens qui constituaient l'appareil d'Auvergne. Et donc, comme il le dit, M. Lassieri de Paris m'a envoyé le lichen recueilli en Auvergne qui donne la couleur rouge. Et je sais que c'est un mélange de plusieurs cryptogames. Donc, il y a le Diploschiste cruposus. Celui-ci, il n'y a pas de problème, on peut l'identifier. Ochrolechia tartarea, pas de problème non plus. Pertusaria lactea, un peu plus difficile, mais normalement, il n'y a pas de problème. Donc, quand c'est lichen qu'il a identifié, l'identification était bonne. La seule chose qu'il y avait, il disait qu'il y a beaucoup de Pertusaria lactea, ce qui fait penser que les erreurs pour déterminer l'appareil d'Auvergne viendraient plutôt d'une mauvaise identification de celui-là. C'est faux. C'est faux parce que lui, il sait bien ce dont il parle parce qu'il est suédois et en Suède, le lichen qui est utilisé pour faire l'Orsay, c'est celui-ci. Ochrolechia tartarea. Et si on regarde les lichens qui sont utilisés pour faire l'Orsay en Angleterre, en Suède, en Norvège, eh bien c'est celui-ci. Et puis à certains moments, quand ils ont trop raclé les lichens et puis qu'il ne reste plus rien, eh bien ils prennent celui-ci, Lassalia pustulata. Voilà. Donc, ce que l'on peut dire, on peut même l'affirmer, c'est que l'Orsay d'Auvergne qui est ramassé sur Saint-Flour, c'est Ochrolechia tartarea. Et on verra qu'il va être encore utilisé par la suite. Et par contre, du côté de l'Auvergne, eh bien, il se trouve que le lichen, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est le lichen qui est utilisé, c'est Pertusaria aspergilla ou Pertusaria dealbata. Il semble qu'il y ait eu une mauvaise identification de la part de Ramon qui avait fait l'expertise pour Koch. Et il y a dû y avoir une mauvaise identification parce que le lichen qu'il a identifié, en définitive, c'est Westring qui l'a vu le premier et qui en a fait la description. Alors vous comprenez bien que s'il l'avait vu là-dedans, il l'aurait dit. Donc ce qui veut dire qu'en Auvergne, on a deux parels. Du côté de Saint-Flour, Tartarea, et du côté de Clermont-Ferrand, eh bien, celui-ci, Pertusaria aspergilla, qui est aussi l'Orsay des Pyrénées. Et là, dans les Pyrénées, il est bien identifié. Donc voilà, vous voyez, c'est pas facile tout ça. J'espère que ça vous dérange pas trop, ça vous prend pas trop la tête. Ça marche là? Voilà, ça marche. Alors maintenant, comment on fait? Eh bien, il fallait bien les récolter. Alors pour les récolter, ils avaient ce qu'ils faisaient, c'était des racleurs. Ça, c'était fait maison. C'était fait maison. Alors, ils achetaient des lames de fer à Saint-Flour. On les trouve toujours, ces lames de fer. C'est des lames de fer qui servent à faire les couteaux, mais elles ne sont pas vendues en 1 mètre, elles sont vendues en 6 mètres. Alors, à l'époque, elles étaient vendues en 1 mètre. Et alors, ils prenaient cette petite lame de couteau, et puis, en martelant, comme quand on martèle la faux, pour l'aiguiser, eh bien, il faisait un petit peu, vous voyez, comme sur ce grattoir, il faisait un petit arrondi. Et donc, ici, il y avait une rainure qui permettait de mettre la lame à l'intérieur, qui venait buter contre ce petit talon, et puis il ficelait ça, et il grattait le lichen sur les rochers de cette façon-là. Et ils avaient un petit sac, et ce petit sac, vous voyez, comme un sac de pêche, sauf que le bord qui est droit, il pouvait bouger. Vraisemblablement, ils mettaient une baleine de corset. Moi, si j'avais dû en faire un, c'est ce que j'aurais fait, mais j'en sais rien du tout. Voilà. Et
pour avoir gratté les lichens, je vais vous dire, on prend ça quand on ne peut pas faire autrement. Mais sinon, le mieux, c'est de mettre un drap tout autour du rocher et puis de gratter. Alors, cette récolte, il faut dire qu'elle se faisait pendant l'hiver. La morte saison, il n'y a pas d'activité, donc, et en plus de ça, les lichens sont humides. Les lichens étant humides, on peut les gratter sans qu'il y ait des projections un petit peu partout. Et donc, voilà, les lichens étaient grattés. Une fois, alors on va regarder, donc il nous disait, l'ouvrier le plus habile en recueille jusqu'à 2 kilos, le prix varie comme celui des denrées, alors là c'est le prix en 1789, hein. Elle se vendait, j'ai dit elle, oui, se vendait 6 sols la livre ou 12 sols, ce qui fait 20 € en équivalent or à l'heure actuelle. Le kilogramme. Aujourd'hui, le prix est doublé. Les ouvriers exigent en outre qu'on leur fournisse les lames. Alors, les lames, ils en passaient pas mal parce qu'ils en passaient des fois jusqu'à 36. Alors, le 36, le soir, quand ils ont fini de ramasser les lichens, eh bien, il faut les aiguiser, il faut les marteler, il faut tout repréparer. Et ces lichens, une fois qu'ils étaient utilisés, qu'ils étaient ramassés, eh bien, il fallait les faire sécher. Parce que, comme ils étaient humides, si on les laissait comme ça en tas, ben, ça faisait comme un tas de compost, hein. Ça se met à fermenter, ça chauffe, et puis ça détruit toute la matière colorante et tout le lichen. Donc, ils étendaient ces lichens à même le sol, dans un endroit, une grange, n'importe où, un grenier, à partir du moment que ce soit un endroit qui soit aéré et qui soit sec. Et ce séchage durait à peu près une quinzaine de jours. Ensuite, quand le lichen était sec, eh ben, ils le stockaient, comme on peut le faire avec des plantes, les plantes médicinales, ou le foin, hein, pareil. Et donc après, eh bien, on pouvait l'utiliser pour faire la teinture. Alors, donc pareil, ici, il n'y a rien. On n'a que des écrits, on n'a pas d'estampes, on ne voit rien du tout, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, le seul moyen, c'est les textes, et il n'y en a pas beaucoup, encore un coq est passé par chez nous, sinon on ne saurait rien du tout. Et donc voilà, il nous décrit l'auge dans laquelle se faisait l'orseille. Alors donc, il nous donne les dimensions, je les refais, hein, comme ça, un coup de feutre. Donc 2 mètres, 60, vous voyez, c'est en trapèze, 40 cm, et la profondeur était de 70 cm. Alors, c'est donc dans cette auge qui était en bois et qui était fermée d'un couvercle, mais comme je ne sais pas bien dessiner, je n'ai pas mis de couvercle, hein. Et donc, dedans, il mettait 100 kg de lichen, 120 kg d'urine, et pendant 2 jours et 2 nuits, il remuait, le mélange était remué toutes les 3 heures. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai mesuré la densité des lichens, parce que j'en fais pour savoir un petit peu, et la densité est de 0,33. C'est-à-dire que quand on dit 100 kg de lichen, ça veut dire qu'en gros, ça fait 400 litres. Donc, dans 400 litres, quand on met 120 kg d'urine, c'est-à-dire 120 litres, ça veut dire que le lichen n'est pas noyé, c'est uniquement pour l'humidifier, pour qu'il soit humide. Et donc, quand ils avaient fait ça pendant 2 jours, eh bien, ils mettaient 100 kg de chaux éteinte, un quart d'arsenic pilé, un quart d'alun de roche, et après, le mélange était remué tous les quarts d'heure pour maîtriser la fermentation. Alors, premièrement, ils mettaient de la chaux éteinte. Pourquoi de la chaux éteinte ? Parce que la chaux, quand on la met avec de l'eau, quand on l'humidifie, eh bien, elle dégage de la chaleur. Si elle dégage de la chaleur, eh bien, le risque qu'il y a, c'est qu'elle va relancer une fermentation, et là, il ne fallait pas que la fermentation soit trop rapide et que le lichen s'échauffe. Donc, on utilisait de la chaux éteinte qui déjà ne pouvait pas dégager de chaleur. Et ensuite, on mettait un quart d'arsenic pilé, un quart d'alun. Alors là, après, les avis sont divergents, disant « oui, c'était peut-être pas utile. » Bon, enfin, vu un quart, ça représente 126 grammes, 125 grammes. Alors bon, qu'ils en auraient mis ou qu'ils n'en aient pas mis, ça revenait à peu près pareil. Alors, ce qu'il faut savoir, enfin, ce que je pense, c'est que l'utilisation de l'arsenic avait 2 raisons. La première, c'est que quand on conservait l'arseille, eh bien, vous savez, l'arsenic, eh bien, c'est mauvais pour les hommes, c'est mauvais pour les bêtes. Eh bien, les asticots ne se mettaient pas dedans parce que l'arsenic, il ne devait pas aimer beaucoup. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas que les animaux qui n'aiment pas l'arsenic, il y a aussi les petits ferments. Et justement, les ferments, comme il ne fallait pas que la fermentation soit trop rapide, eh bien, ça permettait de tuer certains de ces petits ferments et puis de ralentir au moins leur activité. Et
Alors l'alun, je ne vois pas ce qu'il pouvait bien faire, sauf s'il disait c'est de l'alun de roche. Ça aurait été de l'alun synthétique, on sait que ça aurait pu produire un petit peu d'ammoniac. Mais là, c'est possible qu'il déséquilibre l'urine pour qu'il y ait plus de dégagement d'ammoniac. Mais étant donné qu'il y a de la chaux, bon, passons. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire? Maîtriser. Bon, alors oui, alors donc là, il fallait un certain professionnalisme parce que c'était que là, tout se jouait. Si ça s'échauffait de trop, eh bien, l'orseille, elle était perdue, et pas assez, eh bien, il fallait relancer la fermentation. Donc, il fallait tout le savoir, tout le professionnalisme de ces gens-là. Alors, si c'était trop chaud, tous les quarts d'heure, ils remuaient. Alors, pour remuer, ils faisaient d'abord un tas d'un côté, et puis après, ils refaisaient le tas de l'autre. Et donc, eh bien, ils géraient. Des fois, c'était tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures, toutes les heures. Ils essayaient de voir la température. Donc, voilà comment ça fonctionnait. Et après, le jour 5, cinquième jour, eh bien, le mélange est remué de 2 heures en 2 heures, le 6e, 3 heures en 3 heures, 7e, 4 heures en 4 heures, et puis pendant 15 jours, remué de 6 heures en 6 heures et mis en tonneau. Donc, vous voyez, il fallait à peu près 3 semaines pour faire cet orseil. Alors, en petit aparté, là, c'était quand c'était l'orseil de terre, quand c'était Ochrolechia tartarea, le lichen tartreux, ça allait. Quand c'était le lichen de mer, on pouvait descendre à 15 jours. C'était beaucoup plus rapide. Par contre, quand on utilise celui-ci, Pustulata, bon, ça fait rien. Quand on utilise celui-ci, il y en a pour l'Assalia pustulata, il y en a pour 6 semaines. 6 semaines. Ce qui a posé des problèmes à un certain moment dans l'industrie du cul de bière parce qu'ils ont mélangé les deux. Alors bien sûr, ça fait du rouge, mais si on le laisse fermenter que 3 semaines, eh bien après, la teinture ne tient pas du tout. Voilà. Donc voilà maintenant pour l'orseil. Et donc voilà les procédés. Alors, donc ce que je vous ai décrit, c'est l'ancien procédé de fermentation avec les urines pourries et la chaux. Donc celui-ci a été abandonné. Après, ils ont fait l'orseil épuré. L'orseil épuré, donc, ça a été fait à partir de l'ammoniac dilué. Et là, après, il y a eu 2 voies d'accès pour le faire. Alors, soit on commence, on fait d'abord de l'orseil, et puis alors après, une fois qu'on a fini notre orseil, eh bien, on extrait le colorant avec de l'eau. Hein. On rince plusieurs fois jusqu'à ce que les eaux soient claires. On rassemble toutes les eaux, et puis à la chaleur, on évapore. Ça faisait de l'orseil un peu moins, de moins bonne qualité, parce que si on chauffe de trop, l'orseil n'aime pas trop. Et puis la deuxième solution, c'était d'extraire au départ le principe colorant, et puis ensuite de le convertir en orseil. Alors là, il y avait 2 techniques. Il y avait le procédé Frezon et Messonnier, qui était ce qu'ils appelaient orseil pur ou universel. Alors, on s'est aperçu, les études de l'époque avaient montré que le principe colorant du lichen, il se trouve en surface de ce lichen. Donc, comme il est en surface, eux, ils avaient imaginé un système de crible. Donc, le lichen était quand même coupé un petit peu, et puis passé sur un crible qui s'agitait en permanence, et le contact des morceaux de lichen les uns sur les autres avec l'eau permettait d'ôter cette partie superficielle du lichen, et ensuite, eh bien, il récupérait l'eau avec le colorant qu'il transformait après en orseil, à peu près avec les mêmes méthodes qu'ici. Et le procédé de la pourpre française, que Marnas, c'est lui qui était le chimiste, et là, ça a été le meilleur produit qui a été fait. Alors, comment il faisait? Là, c'était un petit peu différent. Il prenait de l'eau avec de l'ammoniac, une solution d'ammoniac très diluée. On extrayait très rapidement le principe colorant du lichen. Et ensuite, eh bien, ce principe colorant était précipité avec de l'acide chlorhydrique. Et on obtenait un genre de gel gélatineux. Et ce gel gélatineux, une fois bien lavé, eh bien, il était redissous dans de l'ammoniac. Et là, pendant à peu près 20-25 jours, eh bien, il a été mis à 60 degrés et dans des récipients qui disaient plat. Pourquoi plat? Parce qu'il faut un échange avec l'air.
Or, pour faire de l'orseil, il faut deux choses. Il faut de l'ammoniac, il faut de l'oxygène. Si vous avez de l'ammoniac sans oxygène, vous n'aurez pas d'orseil. Si vous avez de l'oxygène, vous n'avez pas d'ammoniac, vous n'aurez pas d'orseil. Ce qui explique, dans les préparations qu'on a vues tout à l'heure, qu'en permanence, il va falloir remuer pour oxygéner cet orseil. Donc, voilà les procédés qu'il y avait. Et on en est où, là? Et donc, jusqu'à la découverte de la movéine par William Perkins en 1856. Alors, ça a été le premier colorant chimique qui a été découvert. Et donc, il l'a industrialisé, et comme vous voyez les couleurs, si vous regardez ces couleurs de la movéine, eh bien, vous apercevez que ce sont sensiblement les mêmes couleurs qu'il y a sur ces soies qui ont été teintes à l'orseil. Eh bien, on aurait pu penser qu'il fasse, ça fasse de l'ombre à l'orseil. Eh bien, non, pas du tout. Parce que, aussi bien la pourpre française de Marnas a continué de se fabriquer jusqu'en 1900, et les ateliers d'orseil de Lyon, eh bien, il y en avait encore 4 en 1893. Donc, vous voyez que ça continue toujours à être utilisé. Alors, maintenant, on est où? Ah oui, alors ça, c'est le... Voilà. Hein, ça, c'est pour c'est la chimie, donc on passe vite. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le principe, le précurseur, c'est l'acide orsélique. Ensuite, il va se transformer en orcinol. Ensuite, ça donne 14 orséine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été élucidé seulement dans les années 50. Donc, vous voyez la complexité de la chimie de cette synthèse de l'orséine. Et c'est en 2003 que ça a été définitivement, qu'on a compris définitivement les mécanismes chimiques. Et moi, je me suis procuré justement cette publication en 2003 auprès du CNRS. Voilà, bon, mais ça ne présente aucun intérêt, parce qu'on a fait de l'orseil pendant des années sans s'occuper de tout ça. Alors maintenant, l'industrie de l'orseil dans les autres pays, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, c'était ce lichen, le Ochroleka tartarea, celui de l'orseil de Saint-Flour, si on peut dire, du Cantal, qui était utilisé. Et puis, quand on n'en trouvait plus, eh bien, on prenait celui-ci, l'Assalia pustulata. Voilà. Donc, en Norvège, en Suède, en Angleterre. Alors, en Norvège, ça s'appelait le Korja. Ça se dit Korja, ça. On a trouvé des traces à l'âge du bronze et du fer, et en Angleterre, eh bien, il y a eu la famille Gunter, ou je sais, un truc comme ça, qui a fait le cul de bière aussi, qui était une orseille de très bonne qualité. Voilà. Donc, maintenant, à l'orseil, il y a une histoire qui lui est associée, c'est l'histoire du papier de tournesol et du tournesol en drapeau de Grand Galargue. Alors, figurez-vous qu'à Grand Galargue, c'est Galargue-le-Montueux, c'est juste à côté entre Nîmes et Montpellier. Et donc là, ils faisaient ce qu'ils appelaient le tournesol en drapeau. Le tournesol en drapeau, c'était des drapeaux. C'était des chiffons qui avaient été achetés à Montpellier à bas prix, qui étaient nettoyés. Et sur ces drapeaux, on les imprégnait du suc d'une plante qui s'appelait Chrosophera tinctoria. Là, j'ai fait une vidéo sur toute cette préparation, sur toute cette histoire. Vous la trouverez sur le site d'Éléonore. Donc, voilà. Donc, on fabriquait ce bleu en drapeau qui était vendu aux Hollandais. Et les Hollandais, qu'est-ce qu'ils en faisaient? Ça leur servait à teindre le fromage, ça leur servait à teindre le gouda. Mais en contrepartie, les mêmes Hollandais nous vendaient ce qu'ils nous appelaient le tournesol en pin, qui est ici, j'en ai un exemple qui date d'avant 1900, et ce tournesol en pin, c'était le réactif chimique, le tournesol, le bleu de tournesol. Donc, il n'y avait qu'un pas à franchir en disant, mais les Hollandais, on leur donne du tournesol en drapeau, et en contrepartie, ils ont un procédé pour le transformer en tournesol. Et on ne comprenait pas pourquoi, parce que effectivement, quand on prenait le bleu de tournesol en drapeau de Grand Galargue, il était bleu,
mais si on mettait de l'acide, il devenait rouge, comme le tournesol, pareil, sauf que la réaction n'était pas réversible. Enfin, toujours est-il que on pensait ça, et ça s'est avéré faux. Chaptal l'avait compris avant, mais ça s'est avéré faux quand les armées napoléoniennes ont envahi la Hollande et qu'on a eu accès aux ateliers, et c'est là qu'on s'est aperçu que le tournesol en pin, eh bien, il n'était pas fait avec le tournesol en drapeau de Grand Galargue, mais il était fait avec l'Orseille. Par contre, il n'était pas fait avec l'Orseille d'Auvergne. Il était fait avec l'Orseille des Canaries, qui était utilisé, qui faisait une qualité nettement supérieure. Mais tant et si bien qu'après, sur Saint-Flour, on a fait ce tournesol en pin, il a été fait sur Saint-Flour à partir je vous dirais, l'appareil du Cantal, hein, d'Ochrolechia tartarea. Donc voilà, la boucle est bouclée, et là, on le voit, on ne voit pas bien, hein. Ça, c'est de la tome fraîche qui m'a servi de gouda, que j'ai teint justement avec ce bleu de tournesol en drapeau, et ça donne une couleur violacée, une couleur pourpre, comme ça. Alors, soi-disant, c'était pour empêcher que les vers se mettent dans le fromage.